côté, tu as Bitcoin qui est utilisé comme réserve de valeur et qui est un système de création monétaire autonome. Ethereum, ce que je te disais, est fabuleux et je pense est véritablement incroyable du fait de sa promesse et de ce qu'il porte en lui. C'est le modèle le plus abouti, le plus transparent et le plus sécure, donc c'est fascinant et les perspectives sont énormes. De toute façon, le Bitcoin sera sur une courbe ascendante. Et quand tu regardes l'évolution du prix d'un Bitcoin depuis sa création, la courbe est ascendante. En fait, détenir un Bitcoin, c'est détenir un actif qui se revalorisera puisqu'il est associé à une technologie qui est en phase de croissance. Ce dans quoi tu investis, c'est par conviction. Quand tu fais des cryptos, une pondération cible est aux alentours de 5%. Certains peuvent te dire que c'est l'argent que tu es prêt à perdre, pourquoi pas. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Premier Million. Il paraît que c'est le premier million qui est le plus difficile. Non, moi je pense que le premier million c'est celui qui va vous donner le plus de satisfaction, celui dont vous allez vous souvenir toute votre vie. 1 million, c'est le cap pour tout investisseur qui réussit. Tout le monde peut arriver à 1 million, j'en suis convaincu, avec les bons investissements, avec les bonnes informations, quelle que soit la mise de départ. Avec notre argent qui perd de sa valeur dans une épargne qui n'a plus aucun sens, c'est devenu urgent aujourd'hui en France pour vous de trouver d'excellents placements financiers. Mais c'est aussi devenu urgent pour vous de savoir décrypter les informations sans intermédiaire, en autonomie. Investir pour atteindre 1 million, c'est pas en regardant la télé ou en lisant les journaux qu'on peut y arriver. Je n'en pouvais plus d'entendre les gens en France bavarder pendant des heures sur des sujets d'argent sans jamais chercher à en gagner véritablement. Alors j'ai décidé qu'il était temps de parler des solutions concrètes, sans filtre. Pour chaque opportunité, pour chaque personne que je rencontre, je vais me poser une seule question, et je vais poser une seule question. Est-ce que j'investis 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros à la fin de l'épisode de ce podcast? Et j'arrêterai seulement quand j'atteindrai un patrimoine d'1 million d'euros grâce à ces opportunités que je vous présente dans chaque épisode. Pour y arriver, je fuis les investisseurs à la mode, les personnalités des plateaux télé, des médias. Mes invités viennent du réseau que j'ai construit dans les banques d'affaires parisiennes, dans la finance. Vous ne les connaissez pas forcément, mais ce sont toutes des stars dans leur domaine. Elles sont tout à fait capables de partir de zéro et d'arriver à 1 million d'euros, voire à bien plus. Et c'est ici, dans ces épisodes, que les vraies idées de placement vont s'échanger. Celles qui vont vous permettre de craquer le code, celles qui vont vous permettre, avec la bonne idée de niche, de propulser parfois 1000 euros en une véritable petite fortune. Et aujourd'hui, c'est Maxime de CoinHouse qui vient sur le grill et qui va nous prouver et nous expliquer comment c'est possible d'aller de 0 à 1, de faire son premier million, avec une ligne de code. L'important, c'est de trouver la bonne ligne de code. Accrochez-vous bien parce que, avec CoinHouse, avec Maxime, j'ai trouvé une idée qui change un peu les règles de l'investissement. On peut tout à fait commencer une année avec 10 000 euros et finir avec 25 000. Maxime, je crois que c'est ton cas. Ouais. En 2023, tu commences l'année avec ta mise de départ et tu fais 120% grâce aux cryptos. Oui, à peu près, oui. Comment tu fais ça ? Alors, c'est un process qui est un peu long et avant de parler de 2023, je voulais remettre en perspective puisque 2023 est une année assez exceptionnelle puisqu'au sortir de la crise FTX qui a secoué un peu l'écosystème, en fait, on s'est retrouvé dans une situation classique d'investissement au cours de laquelle il ne faut pas hésiter à rentrer. En fait, le cycle d'investisseur ne se matérialise pas par une entrée quand les marchés sont au plus bas. Pour autant, c'est le meilleur moment parce que c'est à ce moment-là que tu as les opportunités, bien évidemment, et que tu peux atteindre ton million plus facilement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais différents comptes avant de rejoindre CoinHouse sur différentes plateformes. J'ai rapatrié mes comptes ici et j'ai pu justement échanger avec nos gérants de portefeuille, creuser un petit peu les différents sujets, tant sur les grosses capitalisations Bitcoin, Ethereum, que sur que des alternatives qui s'appellent les altcoins, sur lesquelles tu peux aller chercher plus de rendement. Donc, de manière assez sécurisée et assez cadrée, j'ai réussi à générer cette performance grâce à l'aide de certains de nos gérants. 120%, c'est multiplié par 2,2. Exactement, oui. Donc, ça, quand tu parles de rapatrier différents comptes, début 2023, alors tu parles d'un sujet qui me passionne, savoir la diversification et la sous-diversification, parce que c'est pas une chose, c'est une chose d'intégrer les cryptos dans un portefeuille. Maintenant, il faut savoir quel genre de crypto. T'as combien de lignes à peu près de crypto quand tu commences l'année et quand tu finis ? J'en ai à peu près une dizaine. Mais en fait, en remettant tout ça en perspective, puisque souvent la promesse, ou en tout cas l'idée que se font les investisseurs des cryptos est que l'on peut gagner très vite et beaucoup, il y a aussi une logique qui est extrêmement intéressante, c'est de se projeter sur le long terme et d'avoir une vision avec un cycle moyen, long terme, donc 3 à 5 ans en fonction des projets. Donc avec une gestion dynamique sur des protocoles qui ont bien délivré et qui peuvent avoir besoin de respirer un petit peu, et d'autres positions que tu gardes parce que ça reste des fonds de portefeuille en gros. Ok, donc et sur la dizaine de lignes, si tu fais 120%, alors si je me base sur ma propre expérience, tu surpondères un peu sur les grosses Bitcoin, Ethereum ? Pour 2023, ça a été le cas, oui. Puisqu'en fait, je voulais d'abord pouvoir générer de la performance sur ce qu'on appelle les fameux altcoins, mais avoir quand même
une espèce de sécurisation du gros bloc principal de mes allocations crypto. Et finalement, 2023 a été extrêmement intéressante. Il y a un chiffre que j'ai bossé en préparant cette émission et qui m'a fait un peu tomber de ma chaise. En France, il y a plus de gens qui détiennent des cryptos que de gens qui détiennent des actions. Oui. Je crois que c'est 9% de gens qui détiennent des cryptos que des actions. Et je me suis demandé comment c'était possible. Et j'ai retourné un peu la question sans trouver la réponse en me disant c'est pas possible, ça peut pas être que l'appât du gain de écouter l'histoire du beau-frère, du cousin, du coiffeur, de machin qui a gagné x100 en 15 jours, parce que on sait bien que ces histoires-là, si elles existent, sont extrêmement risquées, et donc qu'il faut plutôt se dire qu'elles n'existent pas. Je t'entends parler de vision moyen-long terme. Qu'est-ce que c'est le profil de l'investisseur crypto aujourd'hui typique? J'imagine que vous avez plein de données avec CoinHouse. Alors, sans trahir les données, sans les... qu'est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui se lance ou qui s'est lancé dans les dernières années sur la crypto? C'est quoi ses ambitions, ses perspectives de rendement? Alors, avant toute chose, les personnes qui investissent en crypto ont toutes un lien commun, c'est qu'elles arrivent à prendre du recul et à percevoir les perspectives, l'intérêt et la révolution technologique majeure qui est en cours et qui a commencé il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est en train d'accélérer. Et finalement, on constate qu'au début, c'était très axé tech ou personnes issues de l'univers de la tech ou autre chose. Aujourd'hui, ça se propage. Alors, il y a beaucoup de jeunes générations et c'est peut-être aussi un des éléments qui fait qu'on le constate de manière moins évidente que les actions, puisque déjà les montants investis au début sont bien moindres dans les cryptos que dans les actions qui, en plus, sont poussées par les différents réseaux, par tous les fournisseurs de services financiers comme les banques, les conseillers en gestion de patrimoine, les family office. Donc cet élément est fondamental. Ensuite, on a un panel extrêmement diversifié et il n'y a pas de véritable profil. On a toutes les tranches d'âge, tous les profils. On a certains septuagénaires ou octogénaires qui achètent avec une logique de transmission, donc une réflexion, une fois de plus, qui est très long terme en se disant en investissant dans des cryptos, alors ça peut être un Bitcoin, un Ethereum, puisque là tu as une fois de plus les deux capilles les plus importantes, ils arrivent à comprendre que ce qui est en train de se passer, la mutation en cours, va être porteuse de toute façon, puisque c'est le sens de l'histoire. Et à ce titre, l'intérêt va au-delà de l'appât du gain, puisque ceux qui n'ont voulu jouer plutôt que l'appât du gain, soit ont eu un coup de chance, et tu l'évoquais, et généralement on se souvient de celui du cousin, mais finalement il y en a très peu. Et on oublie les 99 autres qui ont tout perdu parce qu'ils ont voulu se sentir plus fort que le marché, avec des produits ultra boostés, avec des shorts, tout ce que tu veux. L'idée est aujourd'hui de se dire la plupart commencent à investir en crypto parce qu'ils trouvent des solutions via des intermédiaires qui sont sécurisés, qui sont régulés, qui sont cadrés et qui fonctionnent comme des fournisseurs de services financiers traditionnels. Et donc beaucoup plus intéressant, beaucoup plus rassurant et naturellement ça les conduit à investir. La différence que je fais avec l'investisseur en action, que je suis aussi, mais j'ai investi en crypto, c'est que quand j'investis en action, globalement, j'arrive à peu près à comprendre ce que je fais. Oui. J'apporte mon capital au projet d'une entreprise, soit qui rentre en bourse, soit qui augmente son capital. Et j'ai une stratégie simple. Soit je vise du rendement avec un dividende, soit je vise de la plus-value parce que j'estime qu'elle est sur un marché qui va lui permettre, avec plus de parts et plus de productivité, d'augmenter sa valorisation en générant plus de cash flow. Ça, c'est la théorie financière, le b.a.-ba de la théorie pour un investisseur en action. Mais quand j'achète des cryptos, il y a quand même, il y a une part de moi qui me dit, je suis un peu en train d'envoyer une pièce en l'air, et je fais pas de mauvais jeu de mots sur le coin, mais au fond, c'est plus difficile quand même de comprendre. Tu as parlé de révolution technologique, c'est plus difficile de comprendre vraiment de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux un peu expliquer, si on prend l'exemple de Bitcoin ou d'Ethereum, alors les deux sont assez différents, mais tu as parlé d'une révolution technologique qui est en cours. Sur quoi on mise son capital? J'ai pas envie de dire on parie, mais sur quoi on mise son capital quand on achète Bitcoin, par exemple? Alors, il faut le voir, je reviens et c'est une très bonne question. En fait, investir dans du Bitcoin ou dans une crypto de manière générale, c'est porter justement cette révolution qui est associée à l'univers de la blockchain, donc à un véritable apport technologique dans le cadre de différentes relations, dans une nouvelle manière de voir les activités commerciales, industrielles, financières, etc. D'un côté, tu as Bitcoin qui est utilisé comme réserve de valeur et qui est un système de création monétaire autonome, et donc qui porte en lui le projet d'alternative aux modèles que l'on connaît, qui sont centralisés. Donc rien que ça est absolument exceptionnel. Depuis le lancement de Bitcoin, il n'y a jamais eu de problématique, tout est paramétré, codé, n'a jamais été remis en question malgré les tentatives d'essayer de tuer Bitcoin. Donc tout cela, investir en Bitcoin, c'est
pouvoir jouer une revalorisation via le système de l'offre et de la demande, mais aussi vouloir porter un modèle alternatif de création monétaire. Quand tu parles d'une autre typologie de crypto, on va parler d'Ethereum, mais qui représente de manière plus générale l'épreuve d'enjeu, c'est investir dans une technologie qui porte en elle toutes les promesses de ce qu'on appelle, entre autres, le contrat intelligent et qui est en train de révolutionner la relation contractuelle entre deux parties, par exemple. Et toutes les autres typologies de relations contractuelles entre différentes parties, ça peut aussi aider à des tokenisations qui sont des dynamiques de plus en plus fréquentes. Donc, quand tu investis dans Bitcoin et Ethereum, en gros, tu investis dans les deux grosses capis, comme je le disais, qui représentent de manière très claire deux technologies différentes. Oui. Ensuite, c'est comme si, d'une certaine manière, tu pouvais le percevoir comme un investissement dans en gros, venture capital tech, en te disant, parmi une sélection de crypto, il y a les grands gagnants de demain qui ont une véritable, une fois de plus, valeur ajoutée technologique, qui ont une équipe qui est capable de porter cette valeur ajoutée technologique, et donc se dire, je vais travailler avec une entité qui est capable d'en choisir quelques-unes pour moi, et parmi celles que l'on propose, je vais peut-être décider que ce sera celle-ci plutôt qu'une autre. Et là, on retrouve des éléments de l'univers financier traditionnel. Et l'autre point que tu évoquais, qui est hyper intéressant, c'est que, une fois de plus, tous les réflexes de la finance traditionnelle, tu les retrouves aussi en crypto. Parce que tu parlais de performance et de rendement, c'est exactement la même logique. Acheter une crypto en la gardant en portefeuille pour qu'elle se revalorise avec le temps, c'est une recherche de performance. Pour tout ce qui est logique de rendement, tu as des éléments comme le staking ou d'autres technologies, ou d'autres, solutions qui répliquent ou qui proposent exactement les mêmes logiques que celles que tu trouves dans la finance traditionnelle. Ok. J'aime bien l'espèce de dualisme qui s'oppose pas, Bitcoin et Ethereum, parce que tu as deux cas. Tu as le cas de réserve de valeur, qu'on peut grossièrement, si on le veut, comparer à un investissement dans de l'or. Exactement. En tout cas, un investissement à l'opposé de la monnaie fiat. Oui. Et puis, Ethereum, qui pour moi, comme tu l'as dit, via la technologie des smart contracts, des contrats intelligents, offre vraiment une perspective technologique immense sur des nouvelles applications. Commençons un peu par Bitcoin, si tu veux. Tu investis dans de l'or aujourd'hui. Tu sais que je pense qu'il y a pas mal de gens qui investissent dans l'or en disant une phrase de sens commun, mais bon, de toute façon, ça baisse jamais. Globalement, c'est vrai. La question, c'est pourquoi ça baisse jamais. Un, parce qu'il y a un marché qui est animé de la bijouterie qui fixe un prix. Et deux, parce que tu as des réserves d'or qui sont limitées, on le sait, et que en sous-main, de manière assez peu discrète et officieuse, tu as des banques centrales qui font des stocks, en se disant, c'est une réserve de valeur au cas où. Oui. Moi, c'est le au cas où qui m'intéresse, parce que réserve de valeur, ça peut être de l'or, ça peut être de l'immobilier, ça peut être Bitcoin. C'est le au cas où. Aujourd'hui, on se parle, on est début juin 2024. Il y a 2 jours, j'ai lu un article dans Les Échos qui dit 15% des banques centrales, à l'heure actuelle, se disent prêtes à constituer des réserves de Bitcoin, des réserves pour garantir leur valeur. Pourquoi elles font ça ? Alors, parce qu'à un moment, elles ne peuvent pas nier ce qui est en train de se passer. Une fois de plus, on revient sur un système alternatif à ce qu'elles proposent, elles, mais au-delà de ça, elles constatent que Bitcoin a des caractéristiques principales de réserve de valeur, et notamment, tu parlais de rareté. Tu parlais de l'or, effectivement, qui est limité, parce que nous estimons que les réserves d'or sont limitées. Pour autant, on n'en sait pas encore tout à fait grand-chose. On a une idée approximative. Sur le Bitcoin, c'est clair, c'est codé, et ça n'ira pas plus loin. Il y en a 21 millions, donc il n'y a pas plus abouti comme modèle de raréfaction programmée, donc de revalorisation instantanée à partir du moment où la croissance de l'utilisation est présente. C'est ce qui est le cas pour le Bitcoin. Donc, tous ces éléments nous poussent à croire que, de toute façon, le Bitcoin sera sur une courbe ascendante. Et quand tu regardes l'évolution du prix d'un Bitcoin, ou du Bitcoin depuis sa création, la courbe est ascendante. Alors, en dents de scie, certes, et en fonction des différents cycles, puisqu'on est basé sur des cycles de 4 ans, généralement associés à ce qu'on appelle le halving, il y a des hauts et bas, mais la courbe est clairement ascendante, et sur le cycle actuel, au même titre que sur les cycles précédents, le point bas des cycles dans lesquels nous sommes sont toujours plus hauts que les points hauts des cycles précédents. Donc, quand tu regardes, en fait, tu te dis, OK, le seul objectif, c'est de se dire, j'ai confiance et je prends conscience de ce dans quoi j'investis. Donc, je comprends l'intérêt de le faire et ensuite, je me laisse porter sur une période plus ou moins longue. Après, libre à chacun de pouvoir jouer sur des périodes de temps plus courtes avec un arbitrage en fonction de mouvement puisque c'est volatile. Donc, ça, c'est aussi intéressant en termes de support d'investisseurs pour ceux qui veulent jouer le marché. Donc, cela rassemble quand même à peu près toutes les caractéristiques d'un produit financier qui vaut grandement le coup d'être regardé. J'ai eu cette démonstration et on m'a parlé de l'intérêt de rentrer à la fois des cryptos et des métaux précieux dans la répartition de mon portefeuille à une conférence il y a un peu moins de 4 ans, fin 2020, à l'automne 2020.
Donc le même soir, sur 2 applications différentes, une je peux la nommer, c'est CoinHouse, et sur une autre, j'ai acheté pour la même somme de l'or et du Bitcoin. Là, le temps a fait son œuvre. L'ascension de l'or, elle est plus stable. Ouais. Bitcoin, au bout de quelques mois, en avril 2021, novembre 2021, tu te souviens de ces pics, c'était assez exaltant. Puis derrière, tu vis des moments comme mai 2022, etc., avec plein d'hésitations, crise FTX, etc. Aujourd'hui, on revient à des niveaux qui étaient à peu près... même on a eu les plus hauts historiques avec l'ETF. Le seul truc que je peux pas m'empêcher de penser, c'est... l'or, je sais qu'il est... j'ai plusieurs pièces, elles sont dans un coffre dans les ports francs à Genève. J'ai ça, tu vois, c'est tangible. Bitcoin, à part le mettre sur un ledger, c'est quand même, comme je te disais, c'est une ligne de code. Moi, j'ai confiance, j'y crois parce que philosophiquement, je suis en train de dire, je me garantis contre la perte de valeur de l'euro. Là, j'anticipe un peu ce qu'on va dire après, mais à tous ceux qui se disent, bah ouais, mais enfin, c'est quoi? C'est du vent, c'est une ligne de code, j'ai pas confiance. Qu'est-ce que tu peux répondre? Mais en fait, considère que ta ledger, c'est ton port franc en Suisse. Donc là, c'est le premier élément. Ensuite, il y a tous les systèmes, on fait une petite parenthèse sur les systèmes de sécurisation. Mais en fait, détenir un Bitcoin, c'est détenir un actif qui se revalorisera puisqu'il est associé à une technologie qui est en phase de croissance, qui est née au début de sa propagation et de son utilisation. Si on remet les choses en perspective, dans leur contexte, Bitcoin date en gros de 2009, début 2009. Donc tu vois le parcours qui a été accompli avec dans un premier temps une phase de compréhension. Il fallait que ça sorte des caves de tech ou uniquement de la tête ou de l'utilisation de certains tech qui étaient très poussés pour que ça commence à se populariser. Donc il y a quand même des cycles longs d'adoption, alors de compréhension, d'adoption et de popularisation. Aujourd'hui on est dans une phase de début d'adoption puisque c'est de plus en plus fréquent, de plus en plus connu. Et quand tu parles de toute façon de crypto, une seule ressort de manière générale, c'est Bitcoin. Même Ethereum est souvent encore anonyme. Donc ce dans quoi tu investis, c'est par conviction. Une fois de plus, tu as aussi une dimension philosophique qui est intéressante, te dire, je crois en un modèle alternatif de création monétaire, un modèle décentralisé, donc qui fait que je ne dépends plus d'organes centralisés qui peuvent avoir une action sur mes finances, sur mon patrimoine ou quoi que ce soit d'autre. Donc naturellement, je revalorise le fait de me réapproprier ma donnée, mes avoirs, en fait, et d'avoir une utilisation indépendante et autonome de ce que je détiens. Ok, là tu mets le doigt sur quelque chose, je veux dire 1-0 pour CoinHouse dans le sens où si aujourd'hui on a 2 bitcoins, donc à peu près 140 000 euros, 135 000 pour être exact, au cours de juin 2024, tu les détiens sur un ledger. La différence entre ces 2 bitcoins que tu détiens sur ton ledger et 130 000 euros que tu aurais sur un compte sur livret ou sur une assurance vie, c'est que c'est inviolable par quiconque. C'est-à-dire, même si demain la note de la France est dégradée, j'en sais rien, ponction avec la loi Sapin 2 des comptes bancaires, on ne pourra jamais te ponctionner tes 2 bitcoins. Et au contraire, ils auront une valeur d'échange, comme on l'a vu dans certains pays frappés par la crise, Amérique du Sud, Liban, où des choses se tradaient en bitcoin. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est que tu as une valeur d'usage, une valeur d'échange, et elle est inviolable. Ça, c'est le premier aspect de la décentralisation. Est-ce qu'on pourrait parler un peu plus tu dis investir dans Bitcoin, c'est avec cette perspective, tu as dit que, et je suis d'accord avec toi, les gens qui investissent dans la crypto, qui investissent en crypto, ont une perspective, ont une prise de recul en se disant, il est en train de se passer quelque chose. Tu as parlé de phase d'adoption. Je pensais, avec tous les institutionnels qui sont en train de s'y mettre, qu'on était un petit peu plus tard, mais je me range à... Pardon, je parlais plutôt de retailisation dans le sens où l'utilisation par les particuliers dans le cas d'investissement plutôt classique. Ah oui, là c'est l'adoption. Ouais. Mais c'est marrant de voir en fait les différents stades. C'est-à-dire, on fait cet épisode pour que moi je m'adresse à tous ceux qui se posent des questions sur est-ce que je dois y aller ou pas. C'est pas je dois, c'est qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je comprends et qu'est-ce que ça peut m'apporter au moment où tu as BlackRock, pour ne citer que cet émetteur d'ETF qui a introduit un fonds indiciel sur le Bitcoin et qui va le faire sur Ethereum à la bourse de New York, au moment où les politiques candidats à la Maison-Blanche retournent complètement leur veste en disant mais les cryptos c'est génial, alors qu'il y a 5 ans ils disaient que c'était du blanchiment d'argent et que c'était pour les hackers.
et que JP Morgan veut être leader des cryptos, que en Asie, c'est Standard Chartered via les UK, etc. Donc, je suis un peu... Je voudrais que nos auditeurs soient au clair dans ce qui est en train de se passer. Il y a des dizaines et des centaines de milliards de dollars, d'euros, quelle que soit la place, qui sont en train d'arriver sur le marché. La question est, pour quelles raisons? Est-ce que ces gens-là sont en phase d'adoption ou est-ce qu'ils y croient vraiment? Est-ce qu'ils ont compris la technologie? Dans ce contexte-là, comment on peut s'en sortir en se disant bah ouais, mais c'est trop tard? D'accord. Alors déjà, tu parlais d'il y a 5 ans. En 5 ans, beaucoup de choses ont évolué et ont très bien évolué. On parlait de blanchiment. Il y a énormément d'idées reçues autour de la crypto, autour de Bitcoin, qui aujourd'hui ont des réponses extrêmement précises. Et très blanchiment, clair, non, puisqu'il y a tout le système pour... Il n'y a rien de plus transparent qu'une blockchain et il y a tous les outils pour pouvoir tracer la vie d'un token depuis sa naissance jusqu'à la période actuelle. Donc en fait, tout cela n'existe quasiment plus. Alors, à partir du moment, bien sûr, où tu travailles des plateformes régulées, etc., puisqu'il y aura toujours des moyens de contourner, mais ça existe dans tous les domaines. Mais ça existe sur les marchés actions, l'immobilier et tout. Exactement. Ouais. Donc là, tu as répondu. Ensuite, il y a tous les autres idées reçues ont des réponses très précises. Pourquoi les institutionnels ont commencé à se saisir de ce sujet? Parce qu'ils ont compris, finalement, que plutôt que de le voir comme une menace, parce que le Bitcoin était une alternative à un système établi, donc peut-être qu'il y a des jeux de pouvoir, etc., ont bien constaté que de toute façon, c'était en train de s'imposer, puisque une fois de plus, c'est associé à une technologie plus large et une tendance plus large qui s'appelle le Web3, la blockchain. Donc, ils ne peuvent plus nier l'évidence et se dire c'est un support d'investissement. Donc, ils commencent enfin à se dire ça y est, les cryptos sont un support d'investissement à part entière. Alors, cette notion de support d'investissement doit faire son chemin parce que, par exemple, aujourd'hui, il n'est pas possible d'intégrer de la crypto en direct dans des contrats d'assurance vie français, dans les comptes titres, etc. Mais c'est une tendance qui est en train de s'amorcer et qui nous semble extrêmement intéressante. Dans certains pays, comme les États-Unis, des cryptos peuvent être déjà investis dans des defined benefit, defined contribution plan pour des plans de retraite. Donc tout ça sont autant de signaux que ça y est, on commence à percevoir que c'est une nouvelle classe d'actifs à part entière et qu'il ne faut plus le voir comme quelque chose d'isolé qui est dédié à, une fois de plus, quelques techs ou de rares curieux qui voulaient se dire bon, j'ai investi totalement par hasard et il s'avère que j'ai gagné de l'argent ou pas. Mais en tout cas, je me suis dit, je vais m'amuser, puisque souvent on parle de casino ou autre. Non, aujourd'hui, ça peut être un casino à partir du moment où tu travailles avec des acteurs qui ne sont pas forcément sérieux et que tu veux vraiment jouer, soit alors c'est même plus des altcoins, mais des shitcoins et tout ce que tu veux, mais là c'est plus ça relève du pari. Mais tu as un gros pan de l'activité, le plus solide, qui relève de quelque chose de très sérieux, très cadré, très sécurisé et régulé. Ok. Je fais un petit point performance. On a beaucoup parlé de Bitcoin et donc de la technologie blockchain qu'il y a derrière. Quelqu'un qui avait beaucoup de recul et qui a acheté du Bitcoin en 2012, lui, il a même plus besoin de se poser la question du premier million. Mais je regarde l'évolution du cours depuis que moi je m'y intéresse, c'est-à-dire depuis à peu près 4 ans. Donc fin 2020, à peu près 17 000 dollars, ou même un peu au-dessus, le Bitcoin. Et je reprends ce que tu disais tout à l'heure, c'est un plus bas qui est quand même au-dessus du plus haut du bull run cycle de 2017. Fin 2022, moi j'en rachète fin 2022, début 2023, après avoir passé des vacances à Miami justement avec des gens qui me parlaient de FTX. Et là on était, je crois, entre 20 et 25 000 le Bitcoin. Donc pareil, un plus bas, parce que l'affaire FTX, ça fait vraiment beaucoup de mal à la crypto. Plus haut, un plus bas, plus haut que le plus haut d'avant. Et aujourd'hui, donc 1 an et demi après, on est à x 3,5, quoi. On est à peu près à 70 000 dollars le Bitcoin. Donc, pour donner un ordre d'idée, le long terme et investir sur 4 ans ne veut pas forcément dire... signifie plutôt que la patience paye beaucoup. Entre-temps, il faut gérer les montagnes russes. Exactement. Mais aujourd'hui, sur quelqu'un qui, dans mon expérience, est passé de 17 000 le Bitcoin à 70 000, la patience est largement récompensée. Et moi, je fais partie de ceux qui écoutent les experts, il y en a de toute nature, mais qui visent plus 6 chiffres de valorisation sur le Bitcoin. T'en as qui sont à 200, 150, etc. Comment on fait pour investir en regardant, et je le fais souvent sur mon appli CoinHouse, en regardant son portefeuille faire 2000, 1800,
2500, 1700, 3000, 2500. Ça monte toujours, mais il faut gérer les montagnes russes. Comment on fait pour ça? Alors déjà, il faut se détendre. Déjà, il faut se détendre. Okay, je vais desserrer ma cravate. On enlève les cravates, on se met à l'aise, on se met en bras de chemise, tu vois, voilà. Donc là, on est bien. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, et je reviens quand même sur ce que on parlait de volatilité et la distinction avec la notion de risque. Hein, c'est très important. Les cryptos sont un actif volatile. Et donc, qui dit volatilité dit effectivement période où tu peux avoir un peu chaud, mais autant d'opportunités si tu le fais de manière un peu cadrée. Le risque pourrait être bien là si tu travaillais avec une plateforme qui n'est pas sécurisée ou régulée, et si ta pondération dans ton allocation était trop importante. Donc déjà, le premier point, c'est de se dire, quand tu fais des cryptos, un poids, une pondération cible est aux alentours de 5%. Certains peuvent te dire que c'est l'argent que tu es prêt à perdre, pourquoi pas, chacun peut voir cette notion comme il le souhaite, mais l'idée que 5% est une pondération qui nous semble plutôt pertinente et cohérente, sachant que de toute façon, quand tu regardes la construction d'un portefeuille avec la stratégie, on va partir sur quelque chose de simple, cœur satellite, tu as ton cœur qui va te servir et qui va principalement se baser sur du rendement sécurisé, donc ça peut être des produits obligataires, de l'immobilier, tout ce que tu veux, mais à partir du moment où tu attaques et tu considères une poche de risque, si tu ne prends pas de risque, ça ne sert à rien. Donc ça, j'ai eu des discussions dans le cadre de mes jobs précédents avec des institutionnels qui me parlaient de prise de risque avec des fonds qui mélangeaient equity et cash, tu vois, par exemple. Moi, je leur disais, ça ne fait pas de sens. Si vous vous attardez et si vous voulez investir cette poche de risque, vous devez aller chercher un produit qui peut générer la performance, mais qui sera volatile. Et c'est pas grave. La volatilité ne se voit que sur le court terme. Donc, quand tu prends un peu de recul et que tu te dis, OK, ces positions, je les ai, je crois en mon sous-jacent et je sais que de toute façon, ça se revalorisera. Il ne faut pas le regarder tous les jours parce que c'est vrai que si tu n'es pas habitué, tu peux commencer à transpirer un peu. Mais de manière générale, si tu te dis, en fait, je sais pourquoi je suis rentré et j'ai une perspective de 3 ans, tout devrait bien se passer puisque, une fois de plus, il y a une sélection qui est faite en amont, il y a une pondération qui est associée. Donc, de manière générale, en fait, ça rentre dans le cadre de vie d'une allocation plutôt traditionnelle. Ok, et quand on parle de prise de risque, c'est pas prise de risque, j'investis sur un dark pool ou sur quelque chose que je connais pas assez. Un risque lié, enfin un risque chance, comme diraient tes anciens camarades américains, chance sur une nouvelle technologie. Et moi, c'est ce qui me passionne dans l'univers de la crypto, c'est qu'on a la blockchain. Alors, il n'y en a pas qu'une. C'est exactement comme Internet. Il y a plusieurs Internets, il y a plusieurs blockchains. Je suis convaincu qu'on va vers un modèle où on va atomiser les blockchains, où chacun pourra avoir son propre Internet avec sa propre blockchain. Est-ce qu'on peut parler un peu justement de... parce qu'on est 9% de Français, justement, à croire à cette technologie. Qu'est-ce qu'il y a derrière et comment on peut avoir la perspective qu'à un moment, ça va prendre le dessus sur ce qui existe aujourd'hui? Question un peu tech pour les geeks là. Mais... Alors, te dire que par exemple le système de création monétaire proposé par Bitcoin prendra le pas sur les systèmes de création monétaire actuels, bon, ce serait, je vais pas te dire que c'est une chimère, je vais pas te dire que ce sera fait dans 3 ans. L'intérêt, c'est de se dire qu'il y a une alternative qui fait disparaître un tiers de confiance, qui nous a été imposé historiquement parce qu'on est habitué à un modèle et un modèle avec cette tiers de confiance lequel on a déposé tout de notre un peu bêtement, j'allais dire, on s'est dit, on est sécurisé parce qu'on nous l'a dit. On l'a jamais remis en question. On l'a jamais remis en question. Et certaines crises ont déjà prouvé qu'en fait, c'était pas forcément aussi stable que ça. Tu regardes la crise grecque, tu en parlais, la limitation de liquidité que tu pouvais retirer au quotidien à ton guichet bancaire, par exemple. C'est quand même un premier signal qui est assez stressant. Le fait que tes avoirs sont envoyés dans des circuits financiers, et il m'est arrivé il y a pas longtemps de faire une réunion où j'ai posé la question en disant, vos avoirs qui sont dans les banques, si vous arrivez tous aujourd'hui pour le retirer, pensez-vous pouvoir le capter, enfin le prendre pour vous? Et certains ont dit, bien sûr, de toute façon, il est là, donc il n'y a pas de problématique. Alors ça m'a surpris et ça m'a fait peur parce que c'était des personnes qui étaient quand même censées proposer des conseils financiers. Et ça m'a vraiment inquiété de me dire qu'en fait, ils n'avaient pas forcément conscience que leur argent était effectivement sur la ligne de niveau et de balance de leur compte, mais qu'en fait, ils n'étaient plus là depuis bien longtemps et que le business des banques, c'est de le faire tourner pour générer leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est leur activité et il n'y a pas de problème avec ça. Donc le fait est que on n'a pas vocation pour l'instant, à se dire on va remplacer le modèle. On veut proposer quelque chose alternatif qui peut donner de nouvelles idées ou en tout cas faire prendre conscience à tout un chacun que d'autres solutions peuvent exister. Et ça, on revient à la dimension philosophique de la blockchain et ça, c'est intéressant. Oui, parce que évidemment, le but n'est pas de renverser BNP, Société Générale, en disant à mort les banques. En revanche,
Moi, je m'interdis pas de penser que dans 5 ans, dans 10 ans, les banques pourraient être hébergées un nombre N de différentes blockchains ou de différents... où en fait, ces blockchains se substituent au tiers de confiance qu'elles représentaient en disant... Nous, la manière de gagner notre vie aujourd'hui qu'on pourrait avoir, au lieu de te prêter directement l'argent, c'est d'offrir la possibilité sur notre blockchain BNP de trouver un pair qui va te permettre d'avoir ton crédit ou ton assurance qu'avant tu mettais 6 mois à avoir et qui était compliqué. Surtout de l'adapter avec toutes les clauses que tu veux, parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est de pouvoir moduler un peu ton contrat intelligent en fonction de ton contexte à toi, et ça de le rendre possible, et que la force de la marque et de la crédibilité d'une banque comme BNP ou Sogei, parce qu'il faut les reconnaître, elles l'ont quand même, c'est de garantir la qualité de l'hébergement de ces blockchains-là. Je me dis que ce modèle-là peut exister. Ouais. Est-ce que je suis dans une chimère ? Non, mais moi c'est vrai parce que je le vois potentiellement à l'inverse. En fait, plutôt que de se dire une banque traditionnelle va pouvoir proposer sa propre blockchain, on peut le voir différemment et se dire une blockchain va pouvoir attirer en fait de nouveaux utilisateurs parce qu'en fait aujourd'hui dans tout ce qui est finance décentralisée, tu retrouves exactement les mêmes caractéristiques et les mêmes logiques, les mêmes produits, les mêmes solutions que celles de la finance traditionnelle. Donc encore faudrait-il que des banques plutôt traditionnelles soient et acceptent de remettre leur modèle en question, attaquer et refonder totalement leur business model pour se dire en fait aujourd'hui on est sur quelque chose de décentralisé, donc puisqu'on a développé notre propre blockchain. Et je pense que le fait qu'une blockchain puisse à l'inverse attirer de nouveaux utilisateurs correspond aussi à peut-être une défiance plus grande à l'égard des banques et à l'encontre des banques de la part des utilisateurs, notamment les plus jeunes, etc., qui a grandi. Donc moi j'aime bien me dire que ça pourrait être différent et que des acteurs vont émerger. Alors est-ce qu'ils s'imposeront comme une banque aussi importante que celle que tu as évoquée ? Je ne sais pas, mais c'est bien de réfléchir et de voir les choses plutôt sous cet angle, selon moi. Non, mais je m'interdis à rien, j'essaie d'imaginer, en fait, j'imagine avec ce qui existe, et ce qui est toujours difficile quand tu te projettes, c'est d'imaginer qui aurait été capable de dire, moi il y a 2 ans, j'aurais jamais pu mettre une pièce sur le fait qu'il y avait un ETF sur Bitcoin ou Ethereum, et il y a 10 ans, je pense qu'il y a 10 ans, 2014, il y a 15 ans, j'aurais jamais imaginé parler d'une blockchain ou d'une monnaie numérique comme ça, donc... J'essaye de composer, mais l'idée vraiment qu'il y a derrière la finance décentralisée et ce qui, pour moi, peut supporter un investissement dans la finance décentralisée ou dans des projets qui y sont liés, c'est un nouvel univers de transactions de pair à pair est possible, c'est-à-dire de réaliser des transactions simples. Je prenais l'exemple d'un contrat d'assurance ou, j'en sais rien, le bridge de financement entre la vente d'une maison et l'achat d'une autre, il est possible sans dépendre d'une banque qui sera ouverte entre le lundi 9h et le vendredi 17h. Exactement. Tu peux faire un lombard, tu peux faire absolument tout. Et ça, c'est fascinant. Et c'est cette grande liberté-là qui, à mon avis, doit revenir aux usagers, qui commencent, à mon avis, de moins en moins à comprendre pourquoi ils payent des frais bancaires à une époque où... tout est... Alors évidemment, il y a les serveurs et la banque digitale, ça doit se rémunérer, mais qui sont plus du tout justifiés par la production de chéquiers, par des agences parce que ça n'existe plus, etc. Et donc, la suppression de ce tiers de confiance qui a le pouvoir de dire oui ou non sur un prêt, etc., me paraît être quelque chose qui a de la valeur. La suppression ou le remplacement d'un notaire dans son étude que j'imagine un peu poussiéreuse, qui dit mais c'est compliqué, est-ce que vous avez pensé à ceci, cela, et qui est remplacé par en fait une technologie qui, comme tu l'as dit, a prouvé historiquement qu'elle était parfaitement transparente et parfaitement traçable. Ça aussi c'est vertueux. Globalement, c'est ces messages-là que moi je veux essayer de porter à tous les gens qui sont en train de se dire moi j'ai des actions, j'ai de l'assurance vie, qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est un Ponzi comme ça a été dit, mais il y a encore quelques mois j'entendais des gens dire c'est comme la crise de la tulipe, etc. T'as notre chère présidente de la BCE qui dit mon fils a perdu l'argent dans les crypto-monnaies, donc les crypto-monnaies c'est nul. Je pense que tu l'as très bien dit dès le début, il y a vraiment une prise de recul à avoir. Et faire preuve de subjectivité et de vouloir aussi plonger dans le sujet parce que c'est un sujet technique qui est à la fois financier et technologique. Et je reviens aussi sur ce que tu disais sur la capacité des banques à te proposer ou à contrôler un petit peu. Elles vont même jusqu'à contrôler selon quoi tu peux investir. Pour un exemple que je suis au quotidien, c'est qu'aujourd'hui tu es dans une banque, tu ne peux pas investir en crypto. Donc ça c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et contre lequel tu vois
je fais en sorte d'agir aussi fort que possible. Tu peux pas investir en crypto, tu peux pas investir dans beaucoup de choses. Et même il y a encore un certain temps, au début, quand je voulais créditer mon compte CoinHouse avec directement depuis ma carte bleue, c'était pas possible depuis ma carte bleue. Il fallait faire des virements. Et puis c'était 500 € par 500 € avec un plafond. Non, on n'aime pas le destinataire. Vous savez que les cryptos c'est risqué, etc. C'est moins le cas. Maintenant, on a beaucoup évolué sur ça, mais tu as raison, ça a été, on devait subir des règles de conformité, puisqu'en fait, un établissement bancaire, c'est de la gestion de risque. Et donc, naturellement, tu as des red lights qui s'allument dans tous les sens à partir du moment où tu as crypto. D'où la nécessité, on pourra refaire le lien avec ça, mais de travailler avec des plateformes régulées, qui sont très bien installées, qui ont un pignon sur rue, qui ont un track, etc. Voilà. Dans un autre exemple de ce qu'il y a de vertueux dans la finance décentralisée, aujourd'hui, on est encore dans un monde où on doit justifier certains achats, certains retraits, certains dépôts d'espèces à la banque. Oui. Tu veux partir en vacances dans certaines régions d'Europe, notamment dans le sud de l'Europe, en Italie, en Grèce, etc., où c'est important et nécessaire d'avoir du cash. Ta banque va te poser beaucoup de questions si tu commences à demander plus de 300 €. Ouais. Alors qu'un port de pêche en Grèce qui accepte le Bitcoin, moi il n'y en a pas beaucoup, mais ça serait plus pratique. Un jour. Non, mais donc on a une énorme technologie, et moi je peux pas m'empêcher de penser à tous ces investisseurs que je vois autour de moi, me dire, toi je t'aurais bien vu il y a 25 ans dans la Silicon Valley, à me dire que il faut investir dans les serveurs, que ce truc qui s'appelle Internet, c'est pas juste une bibliothèque d'informations en ligne à laquelle je réponds, mais moi je m'en fous, j'ai l'encyclopédie. Et c'est là que je voudrais parler du deuxième pilier de mon dualisme. Il y avait Bitcoin d'un côté, Ethereum de l'autre. Ethereum, tiens, je vais poser la question plus différente. Qu'est-ce que t'en penses, toi, d'Ethereum ? Alors, Ethereum, ce que je te disais, est fabuleux, et je pense est véritablement incroyable du fait de sa promesse et de ce qu'il porte en lui. Alors, on va parler contre-intelligent puisque c'est l'élément principal. Ouais. Mais en fait, on en est aujourd'hui au début de l'utilisation de ces modalités de fonctionnement contractuel entre deux parties. Alors, ça paraît bête comme ça. Mais un des exemples les plus flagrants, mais qui est très parlant, c'est tu pars en vacances en fin d'année, ton train a du retard, donc tu es avec tes bagages, tu sais que tu as 3 heures de retard, on va t'envoyer un mail qui va te permettre d'avoir un voucher ou un ticket qui va te permettre d'être envoyé à la SNCF, qui t'en répondra peut-être 3 semaines après, si tu es remboursé ou pas. Tandis que si tu es dans le cadre d'un contrat qui a été codé, qui a été paramétré, ton train a 1 seconde de retard par rapport à l'horaire prévu, hop, tu es remboursé, c'est instantané et c'est fait. Donc ça, tu peux l'appliquer à absolument tout ce que tu veux. À tout. Donc quand tu constates que cet exemple est illustratif de tout ce qui peut être fait, ça peut être dans des opérations de crédit en banque, ça peut être dans tout ce qui est assurantiel, ça peut être dans l'industrie du luxe, ça peut être dans n'importe quelle industrie. Et ça, c'est fascinant. Aujourd'hui, nous en sommes au début, et tout cela, en fait, est voué de toute façon à évoluer, puisque c'est le modèle le plus abouti, le plus transparent et le plus sécure en termes, une fois plus, de relations. Donc, moi, ça me semble absolument fascinant. Ethereum est la blockchain maîtresse, puisqu'elle peut servir de socle pour créer d'autres applis, ce qu'on appelle des layer 2. Il y a des blockchains concurrentes, mais aujourd'hui, la plupart sont en preuve d'enjeu. Après, tu as tout un écosystème qui s'est créé autour de ça pour faciliter l'utilisation, qui s'est créé pour fluidifier un peu les échanges et la capacité à passer des opérations en plus grande quantité. Donc c'est fascinant et les perspectives sont énormes. J'aimerais bien le raconter comme toi, mais bon, toi t'es de l'inside et c'est assez éclairant. Donc moi ce que je vois avec Ethereum, c'est vraiment une nouvelle forme d'Internet d'un point de vue opérationnel. C'est-à-dire, ça va être une nouvelle manière d'interagir entre deux parties, de transacter, de faire des transactions d'une manière sécurisée, décentralisée. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, en fait, je me remets encore dans mon exemple d'il y a 25 ans, où Bitcoin et Ethereum sont les deux trucs les plus visibles. Donc, ce qui faisait rêver les gens dans la vallée il y a 25 ans, c'était peut-être AOL et Cisco, parce que c'était les pionniers qui portaient les câbles, etc. Et puis, il y a toute une génération de petits malins qui disaient ouais, mais t'as des applications qui vont se servir de l'Internet. Déjà, comprendre ce que c'était Internet, c'était quelque chose. Et alors, se dire, le gars là qui fait son moteur de recherche, qui s'appelle Google, dans 25 ans, ça va devenir un géant. Amazon qui fait livrer des livres, etc., etc., etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est
à la fois la technologie qui porte ça, parce que, comme tu l'as dit, on n'en est qu'au début. Donc, si on est au début de cette technologie, c'est qu'elle va s'améliorer, elle va se densifier. Et en plus, en layer 2, comme tu l'as dit, tous les projets qui vont en découdre. Ça, c'est ce qu'on appelle les altcoins. Entre autres, ouais. Entre autres, il n'y a pas que les altcoins Ethereum, mais il y a beaucoup de projets altcoins. T'en as des, alors sans donner de conseils du tout d'investissement, mais toi, t'en as qui t'intéressent. Moi, j'aime bien Aave, on en parlait tout à l'heure. Okay. Il y a des éléments comme ça, par exemple, il y en a pléthore si tu veux, mais tu vois, en essayant d'avoir à la fois une logique de sélection par la liquidité, par la pertinence des équipes, etc. Ces projets-là sont très bien. AVE, on est d'accord, c'est Avalanche, ouais. Et c'est donc une application sur des transactions assurantielles. Oui, tout en ensemble, tu as tout ce qui est collatéralisation, etc. Ok. Et alors ça, si je dis pas de bêtises, Avalanche, je pense, c'est Avax. C'est Avax, ok. Entre 2021 et 2023, là, tu as des... Alors, pour ceux, évidemment, quand on refait l'histoire, c'est toujours plus simple, mais pour ceux qui rentrent au bon moment et qui sortent au bon moment, tu pouvais faire du plus 12 000% ou des choses comme ça. Alors, j'ai pas le chiffre précis en tête, mais c'était assez exceptionnel. Mais ouais, c'est ce que je vois à chaque fois. En regardant les altcoins, elles me font rêver en termes de performance. Non pas en me disant un jour j'y arriverai, mais parce que je vois en fait le potentiel de ce que pourrait être la prochaine dans laquelle j'investirais. Et puis elles me font rêver. Et là, tu allais le dire, tu le disais, pardon, en termes de projet. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on parle de crypto. Une crypto, c'est une monnaie qui permet de financer un projet dans l'écosystème crypto. Au lieu de faire une augmentation de capital, on fait une ICO. Et c'est pas IPO, c'est ICO. Et justement, cette monnaie permet de financer et de créer une monnaie d'échange. De la sécuriser, de porter le projet, etc. De sécuriser un protocole, par exemple, etc. Donc, ce qu'on est en train de dire, et là, je reprends ce que tu disais, il y a un parallèle vraiment énorme entre le token ou le jeton, la monnaie liée à un projet crypto, un projet, une équipe, et quelque chose qui est très proche en fait d'un investissement en capital dans une boîte tech qui se lancerait sur une technologie qui serait pas en crypto mais qui se lancerait sur, j'en sais rien, des data centers spécialisés sur l'intelligence artificielle. Là aussi on est sur de la tech avec du risque, mais ça se comprendrait peut-être mieux parce que ce serait une action. C'est comparable, il y a des ponts vraiment pour comprendre les deux. Tu peux le voir en ce sens-là parce que, une fois de plus, quand tu prends part à un projet et que tu décides de soutenir un projet et que tu détiens du token, en fait, tu mises sur l'utilisation et la croissance, le développement de ce projet, donc de la revalorisation de sa valeur. Je suis quelqu'un d'assez intéressé par la technologie. J'ai compris l'intérêt d'investir dans cette technologie et dans les applications de finance décentralisées. J'ai très peur pour la valeur de l'euro, dont la Banque centrale s'endette encore plus. Je veux protéger mon patrimoine. Je veux donc du Bitcoin, je veux aussi de l'Ethereum et des altcoins. Donc, je m'inscris sur CoinHouse. Combien de cryptos vous référencez ? On a une soixantaine. Ok, soixantaine. Il y a quoi ? Il y a 15 000 projets crypto dans le monde ? Alors plus de 20 000. Plus de 20 000. Ouais, donc suite aux dernières années où il y a eu un afflux de cash massif des banques centrales, beaucoup de protocoles sont lancés via des ICO que tu évoquais tout à l'heure, sans pour autant avoir de valeur ajoutée techno, sans avoir d'équipe. Beaucoup de coquilles vides, mais naturellement, alors ce qu'on appelle souvent le FOMO, le Fear of Missing Out, tout le monde s'est jeté dessus en disant il faut absolument que je gagne à tout prix. Donc ça a été générateur de beaucoup de comportements qui n'étaient pas forcément rationnels. Et donc autant d'opportunités de se lancer, de récupérer de l'argent sans promesse derrière. Comment vous criblez, vous, pour passer de 20 000 projets à 60 ? Alors, c'est une très bonne question et on a la chance d'avoir une équipe de recherche fondamentale qui est dirigée par notre directeur scientifique, qui est le cofondateur, et qui fait le travail classique d'analyse, de monitoring, d'analyse, de sélection, puis de monitoring des cryptos durant leur vie. Okay. Et de leur vie, notamment sur la plateforme, pour savoir si elles sont pertinentes. Alors, tu as des critères très quantitatifs, comme la liquidité, naturellement, puisque ça reste un sujet important. Des critères et des KPI qui sont associés à l'univers plutôt on-chain, qui sont très précis. Et ensuite, tous les critères qualitatifs associés à quelles sont les équipes, qui sont les personnes qui gèrent, quelle est la valeur ajoutée technologique, en quoi est-elle véritablement pertinente, etc. Ça, le côté équipe, humain, analyse de qui porte les projets, c'est marrant que tu le soulignes. Tous les experts, tous les professionnels de la crypto que je rencontre me disent tous la même chose. Ce qui est important, c'est de rencontrer les équipes, de savoir qui porte les projets, d'aller les rencontrer, de faire les forums, les symposiums, etc. J'en discutais avec je ne sais plus quel membre de la Crypto Valley Association en Suisse. C'est marrant, la Suisse sont assez bien placés. Tout à l'heure, tu parlais
de cas d'usage de ce qu'on peut commencer à faire avec les cryptos. En Suisse, tu peux payer certaines taxes en crypto. Ouais. C'est quand même assez inattendu. Enfin, inattendu. On est toujours surpris par la Suisse, mais là, surpris en bien, on peut payer en crypto. Donc, une 60aine de projets. Donc, j'ai tendance à me dire, si il a passé ce crible-là de 60 cryptos sur 20 000, a priori, je fais pas n'importe quoi en me rendant sur CoinHouse. Combien d'utilisateurs aujourd'hui sur la plateforme ? Alors, en fonction de actifs, non actifs, mais plusieurs centaines de milliers, mais on va dire entre 100 et 200 000. Ok, entre 100 et 200 000, donc on n'est pas tout seul. Oui, exactement. Et avec, tu me disais tout à l'heure, 10 ans d'ancienneté, la plateforme ? La plateforme CoinHouse, en Ouais. fait, nous étions la maison du Bitcoin à partir de 2014. On l'a traduit en anglais. Exactement, et nous sommes devenus CoinHouse en 2017. Pour une société française. Exactement. Quelle Et, donc, honte. et nous fêtons les 10 ans de la maison du Bitcoin la semaine prochaine. Ok, bon, bah déjà joyeux anniversaire pour ça. Non mais je le mentionne, ça paraît bête, mais je préfère aller moi investir dans une plateforme où je me dis, ok, elle a fait ses preuves. Tu me diras, j'aurais pu faire la même chose avec FTX, mais il se trouve que là c'est en France, qu'il y a un agrément AMF évidemment. Un enregistrement. Un on pourra enregistrement. dire, voilà, il y a des petites subtilités, on pourra revenir dessus, mais... Agrément, c'est différent si on veut être prestataire de services d'actifs numériques. Enfin, il y a plein de trucs différents. Ouais. Alors, en fait, dans le cadre, le statut de PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques, a été défini dans le cadre de la loi Pacte de 2019. Et donc, les enregistrements ont commencé à cette période-là, et nous avons eu la chance d'être le premier à être enregistré en tant que PSAN. Bravo. Et donc, la loi Pacte définit ce qu'est un PSAN et les prérogatives associées au statut de PSAN. Et Qu'est-ce que tu peux faire en tant que PSAN, justement ? Des conversions euro-crypto, des swaps entre crypto et de la conservation sécurisée. C'est ce qui concerne CoinHouse. Tu as d'autres activités. Et aujourd'hui, un autre niveau et un autre, pas de statut, mais un autre niveau dans le cadre du statut de PSAN existe. Ça s'appelle l'agrément. Il impose des contraintes un peu plus fortes en termes de sécurisation, de conservation, de la structure capitalistique. Elle donne des droits aussi, ou des droits à démarcher certains clients, etc. Et ce qui est intéressant avec l'agrément, c'est que c'est un peu l'antichambre des contraintes qui vont être imposées par une directive pan-européenne qui va bientôt entrer en vigueur, qui s'appelle MiCA, Oui. et qui est un peu le pendant pour les actifs numériques de ce qu'est MiFID pour les actifs financiers, en gros. Ok, donc vers toujours plus d'intégrité et de transparence sur les Exactement. Opérations. MiFID a fait beaucoup de mal aux vieilles habitudes des acteurs en 2007, mais beaucoup de bien au secteur si on accepte, si on oublie l'année 2008. Ok, donc c'est important cette histoire de PSAN et d'agrément AMF parce que moi je m'inscris ou vous inscrivez sur CoinHouse. Vous allez donc, bon, c'est une inscription qui est assez rapide, c'est-à-dire nom, prénom, identité, carte d'identité, validation de l'inscription, confirmation, ça prend quelques heures, quelques jours. Oui, c'est très rapide. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le process de KYC, Ouais. donc onboarding avec un KYC standard qui nous est imposé parce que nous sommes régulés. Bien sûr. Donc c'est extrêmement rapide et certains KYC sont allégés quand il s'agit de comptes avec des encours qui sont faibles. Et en fait, si tu as des velléités d'investir plus d'argent, tu peux avoir des pièces à fournir qui sont autres. Toujours plus prudent. Mais ça, c'est important, et je fais une petite parenthèse. Si vous êtes sur une plateforme de crypto qui vous a jamais demandé de justificatif de domicile ou de pièce d'identité, posez-vous des questions. Ouais. En tout cas, ça veut dire que vous n'êtes pas sur exactement. CoinHouse et que vous n'investissez pas sur une plateforme française. Donc, KYC pour Know Your Customer, connaissez votre client. Donc, le temps d'avoir un peu son visa pour commencer l'aventure, 0 to 1, hein, moi je suis toujours de 0 à 1 million, et à partir de ce moment-là, je peux créditer mon compte CoinHouse. Exactement. Avec carte bancaire, avec virement, avec Tout à fait. un dépôt, et c'est là que c'est intéressant. Cet argent-là, il va être sur mon compte CoinHouse, mais il vous est entre guillemets confié tant que j'ai viré en euros, il vous est confié à vous. Donc c'est important que vous soyez agréé et régulé par l'AMF pour pouvoir en être dépositaire. Ouais. Et ensuite, c'est là où on peut commencer vraiment à jouer. J'ai mes euros. Quelle va être ma première transaction ? Donc simplement, on peut depuis son téléphone, c'est l'application. C'est fait pour les ordinateurs, mais c'est encore plus simple sur un smartphone. Je peux dire, voilà, je veux acheter pour 100 euros, on peut même faire moins, 50 ou 10 de Bitcoin pour commencer par l'incontournable.
Donc, je vais avoir le cours associé. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter un bitcoin à l'unité. Sinon, à chaque fois, c'est des invests à coût de 70 000 ou 65 000 euros. Mais je peux en acheter un certain nombre de satoshi. Je crois que c'est ça. Oui, tu les décimalises. Ouais, ça. Voilà, c'est vraiment une atomisation jusqu'à je ne sais plus combien de décimales. Mais voilà, on peut en acheter pour 100 euros. Et les 100 euros sont convertis avec une commission pour vous, oui. Ce qui est normal. Et ensuite, on détient ce qu'on n'a pas dépensé en bitcoin encore en euros, plus on a un portefeuille en crypto. Et là, la grande différence avec tout le reste des produits d'épargne et des placements, c'est qu'on peut suivre la valeur en temps réel. On peut pas le faire avec son action totale le samedi après-midi. Alors, ce qui est intéressant, je reviens sur la première étape, c'est qu'on a des comptes euros sur la plateforme, donc puisqu'on travaille avec une entité qui est supervisée par le groupe Société Générale, donc déjà c'est sécurisant, c'est un FR76. Ok. Tu disais que tu avais déjà investi en crypto, donc il a dû t'arriver de faire des virements sur des comptes bancaires dans certaines zones un peu exotiques comme la Lituanie, etc. Je l'ai fait aussi et j'en suis vite revenu. Et cet élément, en fait, est un élément de réassurance complémentaire parce que ça permet à nos clients et à nos investisseurs de prouver qu'on arrive à créer des liens avec des établissements qui peuvent, une fois de plus, sécuriser leurs apports. Et donc, une fois que tu as ton compte euro qui est accrédité, tu peux choisir soit d'investir dans les cryptos dans le cadre de transactions standards ou mettre en place d'autres opérations avec différents niveaux d'accompagnement, puisque une des plus grandes valeurs ajoutées de CoinHouse est cette capacité à accompagner, à répondre à toutes les questions de toutes les typologies de clients avec lesquels nous interagissons aujourd'hui. Ouais, voilà. Tout à l'heure, tu parlais de septuagénaires qui pouvaient être intéressés, et je le comprends très bien en fait, puisque on parlait de prise de recul, et je pense que nos seniors sont ceux qui prennent le plus de recul et qui ont le plus, à mon avis, d'expérience pour être capables. Les seniors curieux quand même, parce que ils ne sont pas tous curieux, mais je ne doute pas qu'ils peuvent l'être. Exactement. J'estime qu'on peut toujours faire les bons choix. Et donc qui ne sont pas forcément qui ne sont pas digital natifs, qui sont pas nés avec un smartphone dans la main, comme ni toi ni moi, on a connu le Minitel, mais on est capable de servir d'un smartphone. Donc on se lance, on peut faire le truc de KYC. J'imagine que, prenons l'exemple de Jean-Michel, 73 ans, il a réussi à mettre des euros sur son compte. Maintenant, il est un peu perdu pour faire son premier achat. Est-ce que là-dessus, il y a une hotline ou est-ce qu'il y a des modules pour aider notre ami Jean-Michel ? Oui. Parce que c'est quand même un investissement et c'est plus rassurant de se sentir accompagné. Ah oui, tout à fait. Alors là, on va parler d'un particulier puisqu'on a des offres similaires, mais quelque chose près, c'est la même chose pour les professionnels et les entreprises. Pour un particulier, tu as trois grandes options. Soit tu es en totale autonomie sur la plateforme parce que tu connais les enjeux, tu connais les cryptos et tu as juste à passer achat, vente des cryptos que nous proposons. Ensuite, tu as, et ça c'est l'abonnement ou le pack classique, tu as ce qu'on appelle le pack investisseur qui te permet d'interagir, de vivre sur la plateforme en toute autonomie en ayant accès à de l'information spécifique. En ayant quand même accès aussi à notre hotline, puisque le pack classique te permet aussi d'avoir accès à notre hotline si tu as des problématiques techniques ou autres. Et la version la plus aboutie te permet d'être en relation avec un chargé de clientèle dédié. C'est comme un gérant de portefeuille qui t'est dédié, qui va te suivre, qui va pouvoir challenger tes choix, te donner plus d'informations, te donner accès à des contenus dédiés. Et ça s'appelle le pack gestion privée. Ok, ça c'est pas mal. Je pense que moi je suis en totale autonomie. On m'a jamais proposé de la gestion privée, mais ceux qui me suivent savent que j'aime être indépendant. Mais voilà, je sais pas si on le verra bien à l'écran, mais pour montrer que c'est assez simple. Aujourd'hui, la valeur de mon portefeuille sur CoinHouse est de 2079 €. Je suis pas parti avec grand chose, mais donc tu te donnes 1 an pour être à 1 million. Okay. Il va falloir créditer un peu mon compte. Mais non, là où je suis content, c'est que je pense qu'il y a moins d'1 an, au mois d'août, je devais être peut-être à 400, 500 et que j'ai eu la bonne inspiration de me recharger un peu sur Bitcoin, Ethereum en me disant allez, reviens-y, tu les as aimés. Et une des options qui est intéressante quand tu es dans le même cadre que le tien, c'est ce qu'on appelle le DCA, donc qui est du versement programmé. Alors, achat récurrent, j'ai vu l'option sur le site. Tes auditeurs sont investisseurs, donc ils doivent connaître les versements programmés sur des contrats d'assurance vie. C'est exactement la même logique. Donc ça, c'est très intéressant parce que naturellement, tu moyennes le prix d'entrée. Et en fait, tu peux programmer le montant que tu veux verser à un rythme plus ou moins fréquent, etc. Et d'ailleurs, le point d'entrée, le minimum est de 20 € sur l'application. Puisque tout à l'heure, tu parlais de différents niveaux d'investissement. À partir de 20 €, tu peux rentrer.
Ouais, et 20 euros, autant dire que c'est beaucoup plus accessible et beaucoup moins coûteux que des versements programmés d'assurance vie. Puis au moins, vous avez comment dire, le contrôle sur la performance des actifs en permanence. Moi, c'est un des trucs, il n'y a pas que ça, mais qui me plaît sur ce marché, c'est qu'il est jamais fermé. Alors évidemment, il y a le revers de la médaille qui est de jamais lâcher. Je pense que je passe peut-être 15 minutes par semaine sur mon application CoinHouse parce que je suis assez tranquille. Mais c'est intéressant d'avoir la possibilité, je reprends l'exemple du samedi après-midi, tu discutes avec un copain, une copine qui dit bah tiens, moi j'ai investi dans ce projet crypto. T'es pas obligé d'attendre lundi matin 9h et de te poser des questions de carnet d'ordre, etc. pour acheter. Alors évidemment, j'invite tout le monde à faire sa due diligence, à se poser des questions, tu l'as dit, projet, équipe, etc. Mais j'ai tendance à penser que un projet qui a passé ce que j'appelle le crible CoinHouse, c'est-à-dire 60 candidats qui restent sur les 20 000 prétendants, c'est déjà assez rassurant. Et sachant que tu as tout le contenu donc explicatif sur la plateforme, puisque on n'en a pas encore parlé de la formation, mais il est nécessaire pour nous de nous dire que tous nos investisseurs investissent en conscience. Donc il est important de leur donner accès à l'information, aux détails et à l'explication des sous-jacents, donc différents protocoles, quels sont les tenants aboutissants, etc. Donc toute la donnée est accessible bien évidemment sur notre site ou s'il y a des questions spécifiques via un des interlocuteurs que nos clients peuvent avoir en étant clients sur notre plateforme. Et un autre élément et notre modalité de travail et de collaboration qui est assez intéressant, notamment à l'adresse des professionnels d'investissement comme les CGPI, etc., c'est la solution de gestion pilotée qui est un moyen de confier l'allocation active d'une poche d'investissement en crypto. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque ça permet de se décharger pour l'intermédiaire financier de la sélection des arbitrages à faire en fonction du market timing, etc. Ça veut dire, globalement, je dépose mon argent, c'est CoinHouse qui gère. Exactement. Et là, à partir de 5 000 €, donc ça peut rentrer dans un des profils de gestion pilotée. Donc on a prudent, équilibré, dynamique. Et là, tu remarqueras qu'on a repris un peu les termes traditionnels. On n'est pas sur les mêmes niveaux d'ici, puisque c'est beaucoup plus élevé. Ça reste une fois de plus actif volatile. Mais l'idée est de se dire, en fonction du profil que tu choisis, tu as une exposition plus ou moins importante à un nom plus ou moins important de crypto. Et la poche équivalent cash, donc qui investit en stablecoin, est elle aussi plus ou moins importante. Ok, on fera un peu aussi les différences. Juste avant de parler de définir les stablecoins, parce qu'il y a pas mal de... c'est aussi une stratégie d'investissement. Est-ce que tu peux me dire, oui, si cette gestion pilotée est accessible aux particuliers? Bien sûr, tout à fait, oui. Donc on peut... et pour les particuliers, c'est aussi 5 000 €. 5 000 €, exactement. 5 000 € pour le prix pour ne plus se poser de questions. Exactement, et ce qui se dit en fait... une fois de plus, en lien avec les différentes modalités, donc Total Autonomie, investisseur ou gestion privée, au même titre qu'on peut choisir sa modalité d'interaction avec nous et d'échange avec un interlocuteur de CoinHouse, il y a aussi cette capacité à se dire j'ai pas envie d'avoir à rentrer dans le détail ou dans la réflexion d'allocation. Je confie mes avoirs à CoinHouse, ils seront bien gérés, sécurisés, donc il n'y a pas de problème. T'as un track record de performance sur l'année passée là-dessus? Alors, elle a été lancée en 2022, donc 2022, ça avait été un peu compliqué. On a le track record sur 2023 qui se comporte très bien, donc ça, je pourrais le partager si tu veux. Ok, clairement, ça m'intéresse. Si j'ai tendance à me dire, s'ils ont été capables de faire, j'en sais rien, 30, 40, 60% sur une année, il y a le marché qui est porteur, mais il y a aussi une équipe d'experts. C'est plutôt aux alentours des 60 en fonction des profils. 60%. Tout à l'heure, on a commencé en parlant de 120%. Alors, 120%, tu l'as fait en autonomie, j'imagine. Mais déjà 60% en gestion pilotée. Trouvez-moi le CGP qui vous promet cette performance. Et je le reçois dans le podcast Premier Million. Ok, pas mal. Un peu de jargon. On en a échangé beaucoup, mais pour ne pas perdre les auditeurs. Stablecoin. C'est quoi un stablecoin? Un stablecoin, c'est exactement la même chose qu'une monnaie fiduciaire, donc 1 euro, mais dans sa version digitalisée. Donc en fait, ça réplique en un pour un le mouvement de marché d'une monnaie fiduciaire. Donc tu as un stablecoin euro qui réplique la valorisation de ton euro, stablecoin dollar, etc. Il le réplique. Quand tu répliques une monnaie, tu répliques toujours une monnaie par rapport à une autre. Oui, justement, en fait, un stablecoin euro réplique les performances ou le mouvement ou le parcours en termes de valeur d'un euro.
Et les entités qui émettent ces stablecoins font une collatéralisation 1 pour 1. Enfin, certaines le faisaient différemment, mais aujourd'hui, il est grandement recommandé de ne travailler qu'avec des entités qui font de la collatéralisation like for like. Ouais, sans levier, oui. Exactement. Comme ça, tu es sûr d'avoir des réserves qui correspondent à ce qui a été mis en contrepartie et en contre-valeur, en stablecoin. Comme si tu investissais sur un ETF spot plutôt qu'un ETF futur. On va parler des ETF peut-être un petit peu après. Avant ça, technique ou grande méthode d'investissement, on n'oppose pas, mais on met côte à côte ce qu'on appelle le hodl, c'est-à-dire ça vient d'une faute de frappe. Ouais, le hold, je garde mes cryptos et j'attends qu'elles prennent de leur plus-value, tout en se détendant, en retirant la cravate, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'il peut y avoir de la volatilité. Et il y a aussi le staking. Donc, d'un côté, comme si j'achetais une action, je l'achète à 10, et puis j'attends qu'elle vaille 80 ou plus. Exactement. Tout dépend du projet. Et stacking, moi, ce qui me séduit, c'est que c'est un mécanisme presque comme un produit de revenus fixes, de fixed income ou de dividendes. C'est-à-dire que je touche une récompense en crypto parce que je détiens la crypto. Alors, et ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure entre les deux stratégies et les deux logiques fondamentales, performance, et là on vient sur du buy and hold, en gros, et donc le hodl, et le staking, c'est la mise, tu mets en fait tes cryptos à contribution pour la sécurisation d'un protocole et d'un réseau. Et donc tu es rémunéré pour ça. Et là, en fait, tu touches un rendement qui est fixe, qui est stable, qui est prédéfini. Donc, en fait, ça a une logique de fixed income. Voilà. Donc, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre, c'est extrêmement lisible et facilement compréhensible. Ok, je me suis rendu compte de ça, que j'en avais fait sans le vouloir. J'avais acheté il y a 4 ans une crypto qui s'appelait Tezos. Je ne sais pas si vous la proposez. Oui. Qui est sponsor d'une écurie de Formule 1 d'ailleurs. C'est là où je l'ai vu. Et je l'ai revu sur une plateforme. Alors, c'était pas Coneos. J'utilise plusieurs plateformes, je suis désolé. Et je me suis dit, mais j'avais pas autant sur Tezos à l'époque. Et en fait, c'est des récompenses de stacking accumulées depuis 4 ans. Ah, très bien. Ouais, ça peut être de belles surprises. Oui. Ça, c'est une bonne surprise. Bon, ça va pas chercher très loin, mais pour montrer la logique, en fait, l'avantage, c'est que dans ce staking-là, il n'y a pas de terme. Tant que l'argent est... Tant que je détiens du Tezos, et ça peut être évidemment plein d'autres cryptos, j'ai des récompenses de staking. Et l'intérêt du staking, c'est que tu as la double récompense, la détention directe qui peut te permettre de jouer la revalorisation, donc la performance. En parallèle, tu peux jouer le rendement en les mettant dans une logique de staking si tu décides de le faire ou pas. Sur le staking, récompense parce qu'on détient une crypto pour contribuer à la sécurisation d'un protocole. Quand j'entends ça, je me dis on est un peu dans un monde merveilleux où on reçoit des récompenses, etc. Mais pour moi, ça participe aussi de l'écosystème crypto qui est très souvent communautaire, pas réduit que à des ingénieurs informaticiens, mais où il y a toujours eu des récompenses un peu dans tous les sens. Et celle qui est la plus connue, c'est pour ceux qui sont des mineurs de Bitcoin, c'est-à-dire qui vérifient les opérations sur la blockchain, de recevoir une récompense à chaque bloc qui est miné. Est-ce qu'il y a d'autres... outre le minage des bitcoins et le staking, d'autres mécanismes de compensation quand on participe à des projets crypto? Oui, alors après, tu en as beaucoup dans tout ce qui est gaming. Alors, les cryptos à proprement parler, il y a pas mal d'options possibles. Et puis, ça s'est développé dans un peu tout l'écosystème Web3 de manière générale, puisque c'est aussi un moyen d'attirer des utilisateurs, donc des consommateurs de ton token, et donc de faire vivre ton projet. Donc, c'est quelque chose qui se retrouve assez fréquemment. Mais les méthodes les plus fréquentes sont le staking. Les mineurs, c'est encore autre chose, puisque eux mettent à profit, enfin, eux ont beaucoup de moyens à mettre face à la génération, par exemple, tu parlais de Bitcoin, et à la capacité, la probabilité de gagner un Bitcoin récompense. Donc, ce sont la logique de gain est là, mais parfois, il faut quand même avoir de gros investissements face à cela, notamment, essentiellement sur la preuve de travail. Ok. Et maintenant, alors... question qui ne va pas dans le sens de CoinHouse. Mais on a eu, je crois, le 12 ou le 14 janvier, je ne sais plus exactement la date, l'officialisation, le tampon de la SEC américaine pour l'introduction de l'ETF Bitcoin en bourse. ETF qui est maintenant coté à la bourse de New York et que vous pouvez acheter, ETF spot. Oui. Je dis bien, c'est-à-dire le 1 pour 1, comme tu disais. C'est-à-dire quand BlackRock émet un ETF Bitcoin, ils sont obligés d'acheter le stock de Bitcoin qui correspond. La même chose pour Ethereum a été tamponné et validé donc le 23 ou 24 mai, donc il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 10 jours.
est-ce que ça vaut le coup maintenant est-ce que c'est pas plus intéressant si on est par exemple un investisseur en actions en ETF d'acheter directement des ETF Bitcoin, Ethereum et de pas se poser la question d'aller chercher dans des projets altcoin, etc. Qu'est-ce que tu penses toi de ces ETF là? Alors déjà, mettre de côté tout l'altcoin et se limiter à Bitcoin, Ethereum, ce serait dommage. Ensuite, les ETF aujourd'hui en Europe ne sont pas accessibles. Petit 3, tu as tout ce qui est services associés, donc qui est quand même extrêmement important à prendre en compte. Et puis ce qui est quand même intéressant aussi, notamment quand tu commences à investir en crypto, c'est la détention directe. Donc te dire, j'achète de la crypto, j'ai mon portefeuille, donc je n'achète pas une réplication de performance. Au-delà de ça, les ETF sont bénéfiques à l'écosystème parce que alors, il y a au-delà de la dynamique de ETF spot, donc de rachat qui peut créer une revalorisation, c'est que les produits associés à des sous-jacents crypto commencent à avoir pignon sur eux, à être de mieux en mieux identifiés, à être utilisés par des institutionnels. Donc, c'est un pas supplémentaire vers une utilisation plus forte et plus importante des cryptos de manière générale. Quand on regarde et qu'on fait le parallèle une fois de plus avec l'univers financier traditionnel, les ETF existent. C'est pas pour autant que les fonds d'investissement en détention directe, comme du buy and hold avec ultra concentré, ne fonctionnent pas. Au contraire, chacun propose une stratégie complémentaire. Le tout, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les cryptos rentrent dans les portefeuilles et rentrent dans les allocations d'actifs. Donc pour nous, c'est le sens de l'histoire et c'est très positif que les ETF arrivent sur le marché. Ouais, et il y a plusieurs experts qui parlent de l'image de la fontaine de champagne dans le sens où, comme quand tu déverses des bouteilles de champagne sur une première flûte puis sur toutes les autres, en fait, il y a un effet temps qui fait profiter d'abord, évidemment, aux cryptos qui sont les plus visibles, Ethereum, Bitcoin, mais qui fait que, mécaniquement, il y a, pour prendre l'image de la fontaine, des torrents de cash, là on parle de centaines de milliards qui sont déversés sur le marché, qui profitent à l'écosystème altcoin, mais dans un second temps. Exactement. Il y a un pari qui est de se dire, aujourd'hui ces ETF-là, ils vont peut-être encore booster le prix si ça n'a pas déjà été pricé dans le prix des jetons Ethereum et Bitcoin, mais comme tu viens de le dire, de ce que j'ai compris, il y a des altcoins qui vont sérieusement tirer leur épingle du jeu de cette surexposition du marché. Oui, parce qu'en fait, c'est toujours la même logique. Ce qui est fondamental pour nous et pour l'écosystème, c'est que les cryptos soient perçus à leur juste valeur, que les cryptos soient considérés comme des unités de compte, des sous-jacents d'investissement. Si cela doit commencer par le Bitcoin et Ethereum, c'est très bien. Et c'est déjà beaucoup. Je veux dire, si aujourd'hui la plupart des investisseurs n'avaient investi, ou les investisseurs n'avaient ne serait-ce que 2% de leur allocation ou 1% sur Bitcoin et Ethereum, ce serait déjà un très grand pas en avant. Donc, commencer par cela nous va très bien. Et une fois de plus, ça veut dire que si on considère et si on constate que les ETF, et d'ailleurs le démarrage a été un des meilleurs historiques, puisque l'ETF Bitcoin, je crois, est classé dans les 300 plus premiers, enfin c'est assez colossal, ça ouvre le pas au développement futur de l'utilisation de Bitcoin et Ethereum, certes, mais comme tu le disais, avec une popularisation, donc une volonté d'en savoir plus, de mieux comprendre les altcoins qui existent et qui cohabitent autour des deux plus grosses capis. Ok. Et si on s'intéresse aux altcoins, parce que moi c'est ce qui me passionne un peu derrière les altcoins, c'est les projets. On a parlé tout à l'heure de AVE, de Avax, qu'on a fait notre petite pause, c'était parler de Loopring, Nexus Mutual. Est-ce que toi, il y a des projets de finances décentralisées ou même, pas forcément, des projets d'altcoin qui te plaisent, qui t'excitent particulièrement plus que d'autres, que tu privilégies dans une stratégie d'invest, sans forcément de donner de conseils d'investissement, mais est-ce que là-dessus, toi, tu as des perspectives à partager? Alors les perspectives, c'est toujours en lien avec l'analyse qu'on va en faire. On aime bien ING qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps, mais le but du jeu est vraiment toujours de rester cohérent avec une logique globale. Il faut être extrêmement vigilant à l'allocation que tu vas donner, à la pondération que tu vas, une fois de plus, allouer à chacun. Donc, un cœur de portefeuille composé à hauteur de 60% par Bitcoin et Ethereum nous semble extrêmement intéressant. Et après, tu peux diversifier en fonction de tes attentes. Et là, tu as Avax, AV, ING, en fait, tous ceux qu'on a évoqués. Mais l'idée est de bien garder en tête qu'en fonction de la compétence de chacun et de son expertise en crypto, il ne faut pas vouloir peut-être aller trop vite et essayer de, dans un premier temps, jouer l'altcoin. Les altcoins sont des sources de diversification complémentaires au sein d'une poche qui elle-même assure une diversification. Donc tu as les cryptos qui viennent diversifier tes positions traditionnelles et au sein de ta poche crypto qui est ultra diversifiante, se dire on a deux blocs qui sont Bitcoin Ethereum et ensuite quelques altcoins complémentaires.
Ok, tout à l'heure, tu parles de ING dans les projets altcoin qui t'intéressent. Je me suis mis sur une page d'explication d'ING. Et là, je vais avoir besoin de toi parce que je lis ING, donc Injective, est un exchange décentralisé construit sur l'écosystème Cosmos à l'aide du Cosmos SDK. Injective se distingue comme le premier layer 1 de l'écosystème Cosmos compatible avec l'Ethereum Virtual Machine. Je finis pas la phrase parce que bon, ça pour moi c'est technique, c'est du jargon. Je vais avoir besoin de toi pour en français savoir ce que ça veut dire et pourquoi justement tu es enthousiaste sur un projet comme ING. Alors concrètement, c'est une blockchain qui est extrêmement rapide et qui permet de créer des applications de trading décentralisées. Donc en fait, donc toutes les activités trading tu peux avoir sur des plateformes qui sont une fois de plus donc décentralisées, donc logées sur la blockchain. En gros, pour la faire courte, c'est ça. Et c'est intéressant parce qu'on parle de rapidité d'exécution. Souvent, les sujets auxquels nous sommes confrontés sont l'afflux massif de transactions qui ne peuvent pas forcément être pris en compte. Donc, c'est pour ça que soit des layer 2 ou des blockchains complémentaires se créent. Ça permet de fluidifier le réseau et de pouvoir assurer certaines fonctionnalités de la finance traditionnelle dans un univers décentralisé. Ok, donc l'idée, si moi je le repasse encore plus, grosso modo, c'est Injective a deux idées. La première, il y a un enthousiasme et une demande toujours plus forte pour les investissements en crypto pour trader des actifs. Exactement. Et deux, là où je vais me distinguer en tant que ING, c'est d'assurer la rapidité de l'exécution des transactions. Exactement. Comme si c'était une bourse qui se rapprocherait, une société de bourse qui se rapprocherait en gros des câbles pour gagner une microseconde sur un fournisseur des services complémentaires, puisqu'en fait, comme je te disais, plus il y a de transactions, plus les canaux sont bouchés, donc il faut qu'il y ait des solutions complémentaires qui elles-mêmes peuvent assurer un flux supérieur et assurer une rapidité d'exécution qui est plus efficace que celle qu'on pouvait connaître auparavant. Ok, bien compris. ING, du jargon à l'enthousiasme et à la compréhension concrète. C'est toujours ça. Il n'y a pas. C'est ça un des messages qu'il faut garder. On n'a pas d'opposition franche d'un monde et d'un autre. Je pense que ta carrière et ton chemin en finance en est la preuve. CoinHouse et les investisseurs crypto créent des ponts entre la finance traditionnelle, le universal banking tel qu'on connaît, les banques de réseau avec des agences, etc., et une finance très technologique, très moderne, qui ne sont pas opposées. Certes, il y a quand même le paradigme du tiers de confiance dans un cas qui est remplacé par une technologie dans l'autre. On peut faire exister ensemble ces deux mondes, en créer un nouveau, je sais pas, mais on peut les faire exister de manière vertueuse. C'est d'ailleurs ce que tu as fait. On n'a pas parlé de tes expériences d'avant, tu peux en parler avec grand plaisir, mais moi, ça me fait plaisir de voir que aujourd'hui, tu fais partie donc de CoinHouse. Avant ça, tu viens de la finance traditionnelle. Tout à fait. J'ai passé 12 ans dans un fonds d'investissement et auparavant, j'étais dans une banque d'investissement. Et l'idée était de se dire, il se passe quelque chose de fondamental et de révolutionnaire en tech, dans la tech. J'ai envie de rejoindre cet univers-là. Bon, je me suis dit, tech, finance, crypto, ça faisait du sens. Et j'ai eu la chance de rencontrer notre président, où là, ça a été une évidence. Et je me suis dit, le projet CoinHouse, c'est exactement ce que je recherche. Donc ça, c'est intéressant. Et clairement, comme tu l'as dit, les ponts entre les deux univers existent et sont en train de se construire. Donc c'est à nous de les construire et de faire comprendre les enjeux de la crypto qui collent parfaitement à ceux de la finance traditionnelle. Moi, ça me fait... je pense que ça a d'autant plus de sens. C'est pas gentil ce que je veux dire sur toi, mais de l'entendre de quelqu'un qui a ton âge très jeune, moins de 45 ans. Non, mais voilà, on n'est pas loin d'avoir le même âge et qui vient pas, qui est pas forcément quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur hyper poussées ou qui est un geek ou un ingénieur informaticien. Tu es venu par intérêt parce que dans ton expertise des questions financières traditionnelles, non seulement tu as vu un marché, mais tu as vu un avenir, parce qu'on peut voir des opportunités tout en se contentant de les regarder de loin. J'espère qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui nous écoutent là, qui se disent, moi j'étais sur l'or, peut-être qu'avec Bitcoin, je vais faire un pas et faire un pont surtout. Et la même chose sur des projets d'action, parce qu'il y a plein de gens qui investissent sur des sociétés tech qui sont risquées, de la pharma, des biotech, de la tech pure, de la Silicon Valley. Tout ça sont des choses qui sont possibles de faire de manière encore plus directe et assez liquide aussi en crypto.
Ok. Il n'y a rien de pire que la zone de confort, en fait. Donc ça, c'est très dur. En tout cas, pour moi, c'est ce qui est le plus dangereux. Donc naturellement, je me suis dit, autant me remettre en question. Et au sortir de mon parcours dans cette société de gestion, j'avais envie d'attaquer quelque chose de vraiment différent. Il n'y a pas de rente qui dure éternellement, t'as raison. On a tourné un épisode avec Thierry Vignal, ex-Mastéos, qui a un nouveau projet et qui disait quelque chose d'assez intéressant. Il dit, si t'es pas dans une situation inconfortable, t'auras pas de rendement. Oui, exactement. Et que la stratégie, toi, tu as fait un peu de trading à un moment de salle des marchés, la stratégie du trader, c'est d'aller trouver justement l'anomalie, la position inconfortable qui va permettre de prendre ce risque ou prendre cette chance, selon la manière dont on le voit, et de faire du rendement. Mais sinon, on peut rester tranquille très très longtemps avec une assurance vie à 3% toute sa vie. Exactement. Mais encore une fois, tu connais l'histoire du type qui est devenu millionnaire grâce à l'assurance vie? Moi non plus. Je pense que tu vas pas me la raconter. Moi non plus. Exactement. Je l'attends toujours, tu vois. Tandis que des millionnaires en crypto, voilà, encore une fois, c'est absolument pas la règle, mais j'en connais. Oui, exactement. Et ils sont beaucoup plus jeunes que nous. Pour certains. Et ça m'énerve. mais aussi, je suis absolument. Attends, mais je m'en fiche dans le sens où tu vois, je me dis que des perspectives sont possibles et que si des gens qui ont entre 25 et 30 ans, ou entre 25 et 35 ans, sont rentrés dans ce marché sans rien y connaître il y a 6 ans et ont pu, avec les bonnes informations, avec les bonnes décisions, etc., gagner plus d'argent qu'ils n'en ont perdu, parce qu'il n'y a pas d'illusion. Quelqu'un qui gagne, c'est quelqu'un qui perd pas beaucoup aussi. Et ben, moi, ça m'ouvre une perspective en me disant, voilà, j'avais, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'avais mes actions, mon immobilier, mes métaux précieux. Maintenant, j'ai 5 à 10% de mon patrimoine qui est en crypto. 10% si j'ai envie d'être un peu moins, un peu plus ambitieux. 5% si je suis prudent. Mais c'est sûr que c'est là parce que c'est possible et parce que j'espère que grâce à notre échange et grâce à plein d'autres médias, on réussira à montrer que malgré une barrière technologique qui finalement se comprend assez bien, c'est possible, c'est faisable de la part de deux personnes qui vous parlent et qui viennent de la finance traditionnelle, toi de la finance de marché, moi plus de la finance d'entreprise. Et donc qui ont été capables d'abandonner, tu as été capable, et moi j'estime que aussi, d'abandonner nos vieux réflexes en se disant, attends, je peux faire de la gestion tranquille, mandatée, sans prendre de risques, et de se dire, non, je peux me remettre en question, et ça on peut le faire vraiment à tout âge. Et ce qui est bien avec la crypto, c'est qu'il n'y a pas besoin de commencer avec... Il n'y a pas de ticket d'entrée à 10 000, 20 000, 100 000, comme ça pourrait l'être, sur des produits un peu plus exclusifs, type private equity, etc. Oui. Et pourquoi l'ont-ils fait ce choix? Tu parlais de gens de 25 ans, etc. C'est qu'en fait, ils osent y aller. Donc ça, c'est une question de tempérament et de profil. Ils osent y aller, ils ont moins été formatés et ils ont une opportunité qui a pris de l'ampleur au moment où eux pouvaient commencer à s'y intéresser. Donc peut-être que nous, à l'époque, c'était d'autres sujets. On s'est dit, on va aller soit en corporate ou en finance de marché parce qu'on a envie de vivre l'excitation de ces activités. Mais en revanche, eux ont eu cette opportunité et finalement, les profits, tu les retrouves. En fait, c'est toujours les mêmes personnes qui se posent des questions, qui prennent un peu de recul, qui disent on me demande ou on me donne ceci sur un plateau, pourquoi j'accepterais sans me dire qu'il y a peut-être quelque chose de plus intéressant ou de diversifiant qui va m'apporter plus. Donc ça, c'est fondamental. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Oser y aller, et c'est assez important. Et je le regarde d'autant plus en me disant, qu'on ait 40, 50, 70 ans, on peut regarder ça comme on veut. Il se trouve que ça fait 15 ans que Bitcoin existe et qu'il est toujours plus fort. Ça fait 5 ans que le Web3 existe et qu'il est toujours plus profond. Ça fait X années que les altcoins existent. Et que si on prend la somme de toutes les capitalisations des cryptos, que c'est toujours plus important, donc qu'on le veuille ou non, en fait, qu'on veuille y aller ou qu'on ose y aller ou pas, quel que soit notre tempérament, c'est là, ça se développe. Et je reprends l'analogie avec Internet. Peut-être que vous n'aviez pas Internet chez vous en 98, mais en 2002, on était plus nombreux. Et en 2004, tout le monde avait une adresse email. Et aujourd'hui, essayez de passer un jour sans Internet. Inenvisageable. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je me dis, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas comment ça va être, mais les questions qu'on se pose aujourd'hui, on en rigolera dans 5 ans ou dans 10 ans quand on aura des cas d'usage crypto
quotidiens et qui ne seront pas que liés à l'investissement, qui seront très opératoires, des choses très triviales qu'on utilisera au quotidien. Et voilà, quoi qu'on en pense, qu'on puisse critiquer, c'est aussi ça peut faire peur, mais moi je trouve ça plus fascinant qu'inquiétant, c'est la marche d'une technologie qui, et c'est ça qui est sympa, qui a été dessinée, quand même designée pour un but vertueux, c'est-à-dire on décentralise et on valide. La base de la blockchain, c'est quand même qu'il y a une majorité de gens qui décident que l'opération en cours est OK. Oui. Et on peut pas comploter contre les autres. Il y a des principes quand même d'inviolabilité, de traçabilité, de transparence. Ça, c'est assez rassurant. Ouais. C'est philosophique, finalement, la crypto. Tu vois, quand je parlais tout à l'heure de concept philosophique de réappropriation de la donnée, c'est magnifique. Mais en fait, le principe de départ est celui-ci. Et donc, tu viens parce que tu te dis, je peux pas valider et cautionner un modèle, ou en tout cas, je commence à questionner un modèle que j'entretiens en donnant de la donnée sans même le savoir, ou si tu prends pas de recul pour savoir comment fonctionnent certains réseaux sociaux, ou comment se financent certains sites, naturellement, tu te poses pas la question, donc tu continues. Donc, c'est bien de faire un pas de côté, de se dire, ok, maintenant je prends conscience de ça me convient pas, peut-être que certains s'en fichent, et tant mieux. Mais après, l'intérêt, c'est de se dire, il y a une option si ça ne me convient pas. Et cette option, c'est celle qu'offre le Web3. Les investisseurs en crypto et les Web3 amateurs sont des sages, sont des philosophes. Bon, il y a aussi des têtes brûlées, mais non, mais je pense qu'il y a... si on doit retenir plusieurs... Enfin, il y a plein de choses à retenir dans notre échange, mais le pas de côté, la prise de recul face à la technologie, qui est tellement énorme qu'on n'en dessine pas encore tous les contours. Exactement. Est important, mais ce qu'on peut faire, et c'est aussi pour ça qu'on fait notre échange, c'est en profiter, c'est se positionner sur des choses qu'on arrive à comprendre, parce que il n'y a pas que la technologie, il y a les hommes et les équipes qui la portent, et ça c'est le boulot, ton boulot au quotidien et le boulot de CoinHouse d'arriver à choisir les projets, à les porter, à les proposer sur la plateforme. À les expliquer, donc faut pas avoir peur, parce que il est normal, en fait, beaucoup n'osent pas s'attarder sur les cryptos parce qu'ils partent du principe qu'ils ne comprennent pas. Mais ils comprennent pas parce qu'ils sont bêtes, et c'est pas une question d'être bête ou pas, c'est une question de pas avoir eu le temps ou l'occasion d'échanger aussi avec la bonne personne. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur Internet, donc certaines sont solides, d'autres non. Le but du jeu pour nous, c'est de dire, ok, on repart à la base, on vous réexplique les fondamentaux, comme ça vous allez pouvoir comprendre, et au fur et à mesure, on va monter en puissance sur votre formation, donc votre intégration des concepts associés à la crypto. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est donc, ils sont à l'aise avec le fait d'investir, puisqu'ils investissent en conscience, en comprenant pourquoi ils le font. Et naturellement, c'est gratifiant pour nous et pour nos investisseurs, parce qu'on sait qu'on leur a appris quelque chose et que cette peur a disparu. Donc ça, c'est extrêmement agréable pour nous, et c'est notre job au quotidien. Ouais. Ok. En allant sur... on l'a déjà dit, mais c'est bon de le répéter. On n'est pas seul quand on va sur CoinHouse, et on peut avoir différents stades d'accompagnement, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est ça qui est bien, c'est si vous êtes enthousiaste et motivé... il y a toujours quelqu'un pour répondre à ouais, voilà. Téléphone, tutoriel, etc. Moi, pour comprendre ce que c'est que la blockchain, j'ai regardé une vidéo sur YouTube il y a 4 ou 5 ans. Ça a duré un quart d'heure, c'était compliqué. Mais à la fin, je me suis dit, je crois que j'ai compris le truc. Bon, je sais pas si je suis capable de l'expliquer, mais ça m'amène à peut-être dernière question, la plus de culture générale, littérature. Est-ce que tu as un ouvrage, que ce soit un média, livre ou film ou quoi que ce soit, que tu pourrais recommander à quelqu'un qui est sympathisant ou investisseur et qui se dit, avec ça, avec ce truc entre les mains, je peux progresser, je peux comprendre mieux? Alors, j'étais tombé et j'avais été très agréablement surpris par un documentaire qui prend la forme comme un manga qui a été produit par Arte. Je crois que ça s'appelle Les origines du Bitcoin et qui est en plusieurs épisodes, donc je crois qu'il y en a 6 ou 7. Et qui est agréable parce qu'il est bien fait, parce que les graphismes sont extrêmement bien élaborés et produits, donc, et qui reprend de manière synthétique, claire, toutes les étapes et différentes étapes de la création à l'évolution de la technologie. Ouais, avec évidemment, et dans la perspective historique, c'est assez passionnant. Exactement. Parce que c'est quand même un petit peu entouré de mystères. On parle de Satoshi Nakamoto en se posant les questions de qui est cette personne ou cette entité, et en fait on suit le parcours. Et bien évidemment, l'autre source d'information qui me plaît énormément, c'est le site CoinHouse. Ouais, celui-là, on le mettra évidemment en référence et en commentaire de l'épisode. Je cherchais le doc dont tu parlais, ça s'appelle Le Mystère Satoshi, les origines du Bitcoin. Et en effet, c'est produit par Arte.
Et grâce à Arte TV, et on aura fait notre placement produit média, vous pouvez en savoir plus d'une manière, j'imagine, je ne l'ai pas regardé, mais je le ferai, d'une manière assez sympa et pédagogique. Merci Maxime. Merci à toi. Énormément d'infos échangées, à la fois de techniques d'investissement, mais aussi un peu de philosophie moderne. C'est toujours un plaisir, je fais toujours un petit peu un mélange des deux, mais normalement, si vous avez écouté jusqu'ici, on a fait un assez bon préparatif pour ce voyage de 0 à 1 million. Alors, par quoi vous commencerez, vous nous le direz, si c'est Bitcoin, si c'est Ethereum, mais de grâce, sur une plateforme française. CoinHouse par exemple, idéalement, ouais. Et voilà, et si vous avez des altcoins préférés, ou si vous avez des stratégies staking ou buy and hold, vous nous dites, parce que c'est ça qui est intéressant, n'hésitez pas à le dire en commentaire de l'épisode. On aura plein de choses à se dire, j'imagine, dans le futur, parce que c'est ça qui est bien avec la blockchain, avec la crypto, c'est que la technologie évolue, et que si ça se trouve, dans 2 ans, le métier de CoinHouse et l'ambition d'investir crypto sera plus la même. On verra. Et peut-être dans 18 mois, peut-être dans 3 ans. Exactement, mais c'est ça qui fait que l'univers est fascinant. Mais c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Et puis, merci beaucoup. Reviens quand tu veux dans Premier Million. Merci. Merci. À bientôt. Chers investisseurs, bonne nouvelle, j'ai préparé pour vous un dossier spécial sur une opportunité d'investissement unique. Vous pouvez récupérer ce dossier gratuitement en cliquant sur le premier lien juste en dessous de la vidéo. Pour me soutenir, pensez également à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker les vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions ou faire part de vos remarques en commentaire. Merci et à très vite.